Chers amis qui venez d'un empire ensoleillé, je vous salue. Je vous accueille avec bonheur, émotion et respect, parce que vous avez été traités et considérés comme des réprouvés. Et par tempérament, vous, les pieds noirs et les harkis venus d'Oran, de Constantine, de Mostaganem, d'Alger, ou d'ailleurs encore, vous êtes venus d'une terre qui était devenue la vôtre, selon l'expression d'Albert Camus, parce que vous l'aviez rendue meilleure. Vous n'avez pas dû non plus oublier les propos qui avaient été tenus à cette époque par l'ancien maire de Marseille, Gaston Defferre, qui fut, comme vous le savez, 20 ans plus tard ministre de François Mitterrand, et qui disait « Il y a 15 000 habitants de trop à Marseille, c'est le nombre des rapatriés d'Algérie. » Il ajoutait à propos de leurs enfants « Pas question de les inscrire à l'école, car il n'y a déjà pas assez de place pour les petits Marseillais. » Et il concluait qu'ils quittent Marseille en vitesse, en parlant de vous, et qu'ils essayent de se réadapter ailleurs. Vous, à qui le FLN proposait l'alternative entre la valise et le cercueil, vous avez été en métropole, oui, des réprouvés, des exilés de l'intérieur, et c'est pour cela que vous avez, de manière tout à fait naturelle, mon affection et mon respect. Nous rendons hommage aujourd'hui à deux belles figures de la France en Algérie, et sans qu'il soit besoin d'en rajouter aux propos excellents de Jean-Félix, à deux symboles de la nation et de la République française, un maire et une institutrice. Assassinés par le FN parce qu'ils incarnaient la France, devant leurs enfants, et c'est parce que nous ne devons pas abandonner les symboles de notre identité nationale, a fortiori à ceux qui les fracturent, que j'ai souhaité qu'une grande manifestation à l'Avor, où votre contribution fut si considérable à la fois pour la cohésion sociale de notre ville et pour l'essor de notre agriculture, que nous rendions donc hommage à ces deux martyrs pour que aussi les plaies de leurs enfants, de leurs familles réunies aujourd'hui cicatrisent enfin. La guerre d'Algérie laisse à beaucoup un goût forcément amer. Aux anciens combattants dont la jeunesse a été fracassée, j'en ai reconnu plusieurs tout à l'heure que je salue, aux pieds noirs qui ont perdu une terre aride qu'ils avaient fertilisée, aux harkis sacrifiés au nom de la raison d'État et méprisés par ceux qui ont toujours préféré les immigrés, à ceux qui aimaient une France belle comme une mosaïque, ouvrant des routes dans l'Atlas, construisant des écoles, des hôpitaux, des barrages comme celui de Beni Badel qui fournissait Oran en eau potable, une cinquantaine de ports et d'aérodromes, d'innombrables puits pétroliers dans le Sahara. Pas une famille de là-bas dont les cœurs ou les corps n'aient été mutilés. Curieuse guerre d'ailleurs que celle de l'Algérie, gagnée par les militaires, en particulier par les paras du général Massu lors de la bataille d'Alger, mais victoire cédée à l'ennemi, parce que sans doute le général de Gaulle, pressentant le choc des civilisations et le poids de la démographie, ne voulait pas, selon son expression, que colombaient les deux églises deviennent colombaient les deux mosquées. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si le référendum qui modifie la Constitution pour l'élection du président de la République au suffrage universel est proposé au lendemain des accords d'Évian. La guerre d'indépendance, mes chers amis, elle n'a malheureusement jamais fini. En tout cas pas le 19 mars 1962, jour du cessez-le-feu qui ouvre au contraire une période de massacre de nos compatriotes et sur laquelle un voile odieusement pudique est vite jeté. Un 19 mars honteux et tragique que je n'ai naturellement jamais commémoré ici à l'Avor ou ailleurs.
Lors de la campagne présidentielle, il n'y a pas si longtemps, un candidat, Emmanuel Macron, qualifiait la présence française en Algérie de crime contre l'humanité. Il n'est pas le premier, il ne sera pas, hélas, le dernier à meurtrir nos compatriotes d'Algérie. Cette guerre des mémoires, elle a un sens. Elle est entretenue par certains pour conforter, disons-le clairement, la légitimité du FLN en Algérie et de ses alliés historiques en France. De taire la question de l'héritage de la présence française, de consolider l'exploitation de la rente énergétique au profit d'un clan et de faire de la France le territoire d'accueil d'Algériens dont l'Algérie ne veut pas. Déjà, le procès de la torture avait dérivé en un procès de la France et de son armée, occultant le dramatique bilan de l'État algérien qui mêle corruption, violence et pauvreté. Le sang des terroristes d'autrefois valait-il plus que celui de cette jeune fille, amputée d'une jambe parce qu'elle était à la terrasse d'un café, ou de ces harkis du commando Georges, dépecés, puis ébouillantés vifs. Rappeler cela, c'est s'exposer au refus des moralistes d'une comptabilité, disent-ils, macabre. La France, mes chers amis, n'a évidemment ni le compte à rendre, ni de repentir à exprimer. Il n'y a pas de débiteur à vie et de créancier perpétuel. Ou alors, exigeons la transparence sur les crimes commis par le FLN et ses porteurs de valises. Qui étaient-ils d'ailleurs, ceux qui dénonçaient l'armée française en Algérie? Les camarades de Maillot, dont les armes ont permis au FLN de tuer une vingtaine de soldats du 5e régiment d'infanterie. Ceux de Daniel Mine, qui enseignait sans honte dans l'université et dont les bombes ont tué ou blessé des dizaines et des dizaines de civils. La famille de Ben Bundy, et à Madedvala, et à travers eux, à tous les martyrs de la guerre d'Algérie, à tous les serviteurs de la France, pour que vive la République et que vive notre patrie. Merci.